Podcast.com. Essaye ça. Tony Godette au micro avec Jason ce soir. On fait ça short and sweet. On termine le lore de Crimson Tide. Et pour accompagner ça, vous avez en background la trame sonore de ActRaiser 2 au Super Nintendo. Un jeu beaucoup plus difficile que le premier. Dans le premier aussi, tu avais comme une espèce d'étape de SimCity, qu'il fallait que tu construises ta ville puis que tu détruises des roches avec des tremblements de terre, ces affaires-là. Dans le 2, ils ont tout laissé ça de côté. C'est juste un platformer que tu as besoin d'une magie, en fait. Il y a une magie qui est comme super forte puis qui t'aide à tout faire. Là. C'est comme le secret, le truc. Là. Mais bon, ActRaiser 2, c'est pas comme le 1. Mais là, on écoute les tunes. Et salut Jason. Hey, bien le bonjour. C'est quoi, là? On termine ça, là, les histoires de vampires, puis de rengaines, puis de machines à café? Avec l'impression du devoir accompli. Pendant des années, là, j'attendais qu'on arrive le retour sur Innistrad pour faire une série d'épisodes sur Innistrad. On a commencé à l'épisode 147, on est rendu à 158. On arrive enfin à la fin. Je pense que je suis assez content du résultat final. Là. On a vraiment fait une espèce de série d'épisodes de terrain basique basés sur le lore de Innistrad. Je pense qu'on a comme tout couvert les points importants. Puis je suis content ce soir là, de terminer ça. Un peu comme la conclusion là, d'une saga à l'intérieur de la saga que sont les histoires dans les cartes Magic. As-tu eu la chance de te saucer l'orteil dans Crimson Vow, Tommy? Ouais, j'ai fait 2-3 drafts depuis jeudi dernier. Je pense que c'est sorti. Là, on enregistre, on est dimanche. Comment t'as trouvé? À date, je me suis ramassé à faire des decks blanc, vert, blanc, noir, puis à date, je me suis fait crisser des volets. Là, mais je vais finir par comprendre. Là, je pense que je suis dans la bonne direction. Là, blanc, vert, c'est les counters +1/+1. Ouais, c'est ça. Puis, moi, c'est ça j'ai fait. Je suis allé au pre-release au magasin qui s'appelle Bold for Three, d'ailleurs, qui nous ont fait une pub. Je sais pas si tu vois à l'écran. Là. Ils ont pris une photo puis ils nous ont tagué dedans. Le terrain basique est présent. Donc, c'était mon premier pre-release là, depuis 2020. On était une 12aine. C'est vraiment le fun. Puis justement, moi, ma boîte, je me suis ramassé avec, c'était blanc et vert là, qui était le meilleur. Espèce de synergie human counter +1/+1 avec un petit side là, de werewolf, hein, parce que les werewolves sont aussi des humains. Ouais. Puis j'ai fait un bon score, là, un respectable 2-1, mais il y a en fait, celui qui gère le pre-release, là, il s'appelle Patrick, qui est un auditeur de terrain basique d'ailleurs, on le salue. Allô Patrick! Je me suis ramassé avec en finale, puis la game finissait plus. On avait dépassé l'heure du fermeture de magasin, mais on n'avait pas fini. C'est très grindy comme environnement, parce qu'il y a beaucoup de gagnage de vie. Hein, fait qu'on montait à 30-40, puis ça beaucoup de monstres lifelink, beaucoup de... Oui, effectivement. Ouais, c'était pas mal le fun. Puis moi, mon MVP, là, ça a été le Apprentice Sharpshooter. J'en avais 2 dans mon deck. Puis c'est 2 qu'on le laisse un vert, un Human Archer qui a Reach, fait que tu peux arrêter les vampires qui volent. Un 4. Mais ce qui est vraiment bon de lui, c'est son training. Donc, vu qu'il y a juste 1 de power, c'est super facile d'activer son training. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, j'étais capable de le monter à 3-7, là, ce qui est quand même pas rien. Ouais. Je le jouais en combinaison avec j'avais pogné 2 Hookhen Mariner, hein, le loup-garou commune 4-4. Ouais. Ça, en draft, là, moi, je dis à tous les débutants, là, va-t'en dans le vert, puis t'as tout le temps la commune qui est une 4-4 pour 4. Dans le cas de lui, vu que c'est un werewolf, s'il se transforme, il devient un 6-4. Mais 4-4 pour 4, là, je pense qu'il y a ça dans tous les sets. Puis c'est vraiment facile à en avoir 2-3. Puis c'est tout le temps, là, tu sais, comme rapidement sortable, là, en format limité, 4 de mana. Ouais. Ça se pogne vite. Puis 4-4, c'est, tu sais, il n'y a pas grand-chose qui tue ça, là, à part un direct removal. Là, il survit à la plupart des combats. Puis avec le Apprentice Sharpshooter, là, l'Apprentice Sharpshooter, il peut monter 3 fois
en accompagnant ton loup-garou. Là. Ouais, avec son pouvoir de training. Lui, c'est 3 pour un 1-4 reach, mais c'est pratiquement tout de suite un 2-5. Puis après ça, tu peux facilement l'amener aussi 3-6. Après ça devient un petit peu plus tight, mais effectivement, avec ton 4-4 on the side, c'est plus facile dans le vert aussi trouver des gros power. Mais training, c'est un pouvoir qui est pas mal cool. J'aime beaucoup. Je pense que j'aime plus ça que le mentor, la version que... Tu peux mettre le compteur où tu veux, là, parce que lui, dans le fond, il est comme... il est en autarcie, là, genre, il vit ses affaires sur son bord. J'aime beaucoup ça. On va voir, là. Je vais me réessayer tantôt, là, puis j'essaierai d'aller plus dans le vert blanc comme ça. On va voir ce que ça va donner. Vu qu'on est dans un épisode de lore, j'aime bien porter souvent l'attention des gens sur... des dessins qu'il y a sur les cartes. À quel point c'est deep, souvent. Puis l'Apprentice Sharpshooter, c'est une carte que vous allez voir beaucoup si vous faites des drafts de Crimson Vow. Puis j'ai ici en format grand, là, il va être sur les vidéos qu'on pose sur YouTube. J'aime beaucoup les détails qu'ils ont mis, qui véhiculent l'histoire, l'environnement dans lequel on est. On voit il y a la neige derrière, hein, parce que c'est la nuit éternelle dans le monde d'Innistrad à ce moment-là. Fait que il commence à faire froid. On voit que la guerrière là, s'est protégée avec des grosses fourrures de loup. Puis elle se pratique. Quand tu regardes là, attentivement la cible, c'est la cible sur laquelle elle se pratique a une face de loup-garou. Je trouve ça vraiment nice, mais ce que je trouve encore plus nice, que j'ai juste remarqué en fin de semaine en regardant la carte plus attentivement, c'est son armure. Son armure a des pics, des gros pics sur les épaules et les cuisses, qui sont les endroits où si tu te fais attaquer par un loup-garou, c'est là où que tu risques de te faire mordre, hein? On est d'accord? Fait que c'est des genres de pics là, que, tu sais, comme viens pas mort parce que sinon tu vas te rentrer la face là, dans des pics. C'est un peu le... Même des pics sur une épaule comme ça peut décourager un vampire qui veut aller faire... Ben c'est ça. Puis tu sais, elle a un collier autour du cou. Là. Ouais. Puis c'est pas mal, tu sais, des bons cool détails. Aussi, les Cathars, là, les fameux guerriers Cathars, c'est mentionné dans le hardbook là, de Innistrad que ils ont des genres de tricornes sur la tête, là, des chapeaux en 3 pointes. Puis ils mettent de l'argent sur les rebords du chapeau juste pour comme repousser les créatures de la nuit. Là. C'est pas mal des cool détails. C'est vrai, ça se tient. Fait que là, c'est quoi? On va explorer le lore de ce qui reste à booker ça, là, le mariage. Puis, on va booker, après la carte de la semaine, là, on va booker la finale de l'histoire de comment ça se finit, cet arc-là qui est Midnight Hunt puis Crimson Vow. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, tout de suite après le bord de la carte de la semaine. OK, on est rendu à la carte de la semaine. Oui, c'est short and sweet aujourd'hui. Ben oui, donc merci beaucoup à l'Abyss, www.labyss.com. Le code promo, c'est TB2021. Vous allez obtenir 10% de rabais sur tous les produits scellés. Sinon, c'est au 4490 Jean Talon Est, métro Saint-Michel. Prenez une bonne petite marche. Merci à Bone aussi, parce qu'on écoute son beat puis on jase la carte de la semaine de l'autre bord. Hey, moi, j'ai aucune idée de c'est quoi la carte de la semaine. En tout cas, c'est toi qui l'as choisi. Ben oui. À moins que tu voulais en proposer une, là, j'en ai. Ben non, mais c'est cher. Non, ben on n'a pas parlé. Le Sphinx s'est préparé quand même. Ben oui, c'est ça, j'en doute pas. Fait que c'est quoi tu nous présentes? Écoute, ce qu'on avait vu dans Midnight Hunt, hein, c'était les fameux zombies putréfiés là, qui sont levés à partir des graveyards. Aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est Geralf Visionary Stitcher, le fameux frère qui vous fait son apparition, sa deuxième apparition dans Crimson Vow. On avait vu sa sœur Giza qui était dans Midnight Hunt. Donc, bien sûr, dans Crimson Vow, c'est plus du côté des zombies bleus, les zombies Frankenstein. Ben oui, c'est que l'ombre, il n'aime pas parce qu'il connaît rien. Oui, exactement. Geralf Visionary Stitcher, c'est un Human Wizard légendaire, 2 colorless, 1 bleu. Un simple 1-4, en fait, c'est du bon vieux contrôle, 4 de toughness pour bloquer, mais il n'est pas très à l'attaque. Ce qui est important, c'est qu'il donne flying à tous les zombies, hein, parce qu'il leur greffe des ailes. Donc, tous tes zombies ont flying. Et surtout, la partie que j'aime beaucoup de lui, c'est que tu payes 1 bleu et tu le tapes pour sacrifier une autre créature qui n'est pas un token. Et en sacrifiant cette créature, là, par exemple, là, un Wall of Ice, hein, 0,7,
Ça te permet de créer un token zombie XXX étant le toughness de la créature que tu as sacrifiée. Ça, c'est très bon quand tu la pognes en draft, mais j'aime beaucoup l'aspect que ça l'amène. Là, ça fait très girafe. Tu sais, il prend n'importe quelle créature puis il est capable de transformer ça en zombie plus fort et qui a bien sûr flying, hein, parce qu'il donne flying à tous les zombies. J'aime beaucoup le artwork aussi sur la carte. On voit qu'il est en train d'essayer d'animer une zombie qui a été en fait habillée comme sa sœur. Dis-nous le flavor text, c'était mis. Do you like it, sister? Its dreadful visage was inspired by your own. Oui. On avait parlé dans l'épisode 148. C'est la fameuse guerre entre Géralf et sa sœur Giza pour quels sont les meilleurs zombies. Est-ce que c'est les zombies bleus ou les zombies noirs? J'aime beaucoup l'esthétique là, Frankenstein qu'ils ont amené avec les fameux Stitchers. Cool. C'est pas mal nice. Une carte qui est beaucoup plus populaire que celle-là, c'est pas ma carte de la semaine, c'est bien sûr Géralf, parce que je trouve qu'il mérite sa place en tant que carte de la semaine. Oui, on va en reparler aussi. Attends un petit peu avant de switcher. Là, toi, tu as parlé d'un Wall of Ice 07 qui coûte 3 à sortir puis qui peut devenir un 7-7 le tour d'après, flying, mais juste le concept que lui, il pogne un mur de roche puis il transforme en 7-7. Oui. Ça reste quand même assez drôle, mais le pouvoir aussi, je veux dire, tu peux bloquer avec un monstre, après ça, tu le sacrifies. L'autre monstre est considéré bloqué, fait qu'à moins qu'il soit trample, t'as pas vraiment comme perdu ton 2-2 for reasons. Puis ben oui, tu peux faire ça sur ton phalanx. Unallowed phalanx, qui est un 1-13, hein, tu sais, ça fait des 13-13. J'ai fait un draft par Magic Arena la semaine passée, puis j'avais pogné Géralf dedans. OK. J'avais sacrifié un Unallowed phalanx et j'avais effectivement un 13-13 en token flying, ça termine la game. Ça termine la game. Une carte qui est beaucoup jouée en moderne, mais les gens réalisent pas que ça a le rapport avec Géralf. C'est, j'ai un peu de la misère à prononcer en anglais, le Tough Score. Ouais, Tough Score. Ouais, dans le fond, c'est pour un instant, pour un bleu, un target player met 2 cartes de son librairie dans le graveyard. Dans le fond, ça permet de booster ton graveyard, puis après ça, tu piges une carte, donc elle se remplace elle-même. Ce que les gens réalisent pas, c'est que ce que cette carte-là représente, c'est le processus quand les Stitchers créent leur zombie Frankenstein sur une estrade. Faut qu'ils s'assurent qu'il restera pas de la mémoire de l'époque qui était en vie, hein, parce que ça pourrait interférer avec le processus. Fait que dans le fond, les 2 cartes de la librairie que tu mets dans le graveyard, c'est qu'on voit sur l'image, il rentre une drill dans le cerveau pour aller enlever toute sa mémoire. Lis-nous le flavor text que j'aime beaucoup. As you inject the viscous vitae into the brainstem, don't let the spastic moaning bother you. It will soon become music to your ears. Ben oui, c'est sûr. C'est signé Géralf. Donc, tu sais, c'est très le viscous vitae, by the way. Il l'explique sur d'autres cartes, là. C'est que les zombies à Géralf, ils leur rentrent de l'huile dans les veines qui est mélangée avec un petit peu de sang de ange. Fait que c'est ce qui permet de les animer sous forme de zombies. Hein. C'est de la bonne vieille science. Il y a une autre carte dans Crimson Vow qui a rapport à Géralf, c'est le Inspire Idea. 2 colorless, un bleu pour un sorcery qui a cleave pour 5. Ce que ça fait, c'est soit que tu piges 3 cartes, puis ton maximum in size, c'est 3 pour le reste de la game. Ça, c'est si tu la payes seulement pour 3. Ou sinon, si tu le payes pour 5, tu piges 3 cartes et ton maximum in size, c'est 7 comme d'habitude. Ça dit dans le flavor text, Stitching is a never evolving field with each new advancement reaching a new 8 of horror. Donc, j'aime beaucoup toute l'esthétique qu'ils ont mis autour de Géralf. Là. Ils ont fait beaucoup de cartes là, c'est un des personnages les plus poussés et développés du monde de Innistrad. Ouais. J'aime ça, cette carte-là aussi. Ouais. Tu piges 3 pour 3, c'est un deck de draw. Mais d'habitude, c'est 2 pour 3, 2 cartes pour 3. Mais là, ce qu'ils ont mis comme limitation, c'est qu'après ça, t'es pogné qu'une main de 3, là, mais tu sais, c'est correct. Là. Je ne crois pas que ça va être une carte qui va avoir beaucoup de jeux, mais en draft, ça peut valoir la peine. Mais j'aime ce que ça véhicule, dans le fond. Là, ça prend des raccourcis pour arriver vers ces... que ce soit dans mon deck de slush. Moi, le désavantage de 3 cartes de moins dans ton maximum man size, il paraît pas bien, du fait effectivement. Que j'ai des affaires pour avoir une main à l'infini. Fait que l'infini moins 3, c'est encore sortable. Hey, ben, c'est la fin de la carte de la semaine. Merci, Jason. On va s'en aller finir le Lord Innistrad. Est-ce qu'il va y avoir un divorce? Est-ce qu'il va y avoir des assassinationnages? Est-ce qu'elle va dire oui? Ben, peut-être. On va voir juste après. Ben oui, c'est vrai. Ils sont même pas encore mariés. On va voir. Hein? On va écouter le beat à bon. On fait les choses dans l'ordre.
la dernière fois qu'on s'est laissé, tu sais, pour avoir de quoi offrir à ses invités, Olivia Voldaren avait réclamé de tous les paysans dans la province d'Estendia qu'ils fournissent leur propre sang. Hein, c'était les fameux Blood Tithe. Ça a engendré éventuellement une révolte. T'as beaucoup de cartes dans le rouge dans Crimson Vow qui font référence à les paysans, mais on est sont tannés. Puis ils décident là, que, OK, on va trouver les vampires, puis on va les brûler. Ça fout le bordel. Il y a la carte Stendia Uprising hein, pour un enchantement pour 2 colorless, 2 rouges. Au beginning de ton end step, tu crées un humain 1-1 token. Puis si tu as exactement 13 permanents, tu sacrifies ton Stendia Uprising et ça fait 7 de dégâts à n'importe quel target. Ça dit dans le flavor text, le Vampire have done nothing but take from us. Tonight we reclaim what's ours. Fait que pendant qu'il y a le mariage de Olivia Voldaren, dehors du château, la paysannerie se révolte. Donc c'est comme une espèce de grosse mob de gens fâchés avec des torches puis des pics qui s'en viennent vers le château de Stendia. Et bien sûr, tu sais, il y a plusieurs cartes rouges là, dans le set, comme je vous dis. Là, quand vous voyez des humains rouges dans Crimson Vow, c'est à ça que ça fait référence. On voit Ancestral Anger. Tu sais, ils sont tellement fâchés que même les fantômes des victimes des vampires accompagnent la révolte. Ancestral Anger... pour un rouge, un sorcery, une créature que tu contrôles plus X plus 0 et trample. Le X, c'est 1 plus le nombre de cartes qui est nommé Ancestral Anger dans ton graveyard, puis tu piges une carte, fait qu'elle se remplace. Ça, dans le fond, ça dit One vampire for every family member I've lost. Puis on voit la madame fâchée avec sa fourche. On voit derrière, là, ses ancêtres en feu là, qui sont des victimes des vampires. Donc, tu sais, on voit à un moment donné, la paysannerie a atteint sa limite, comme on dit. C'est ça. Fait que t'as cette espèce de révolte-là. Parmi ces événements-là, il y a une carte que j'ai beaucoup aimée, c'est Hero Downfall, qui est un reprint de Teros. Hero Downfall, c'est la carte pour péter des Planeswalkers et des créatures, un colorless 2 noirs, instant, destroy target créature ou Planeswalker. Ce qu'on voit sur le artwork, on voit une main qui lâche son épée. Une épée avec le symbole de la racine dessus. Puis on voit l'ombre. Dans l'ombre, on voit le personnage qui va se faire mort par une vampire. Lis-nous le flavor text, Tommy. Odric resisted the vampire's curse with all his strength, but after a lifetime of fighting monsters, he was doomed to become one himself. Oh non, pauvre gars. Ça fait référence à Odric, qui est un personnage qu'on a vu souvent dans les vieux sets de Innistrad, Odric Lunarch Marshal ou Odric Master Tactician, qui est une carte qui voit beaucoup de play en Commander. La gamique des Odric, ça a tout le temps été que le pouvoir qu'il y avait, c'était les créatures que tu avais dans ton graveyard. Fait que si tu avais des créatures que tu contrôles. Fait que si tu avais des créatures qui avaient First Strike, ben ils ont First Strike. Si tu avais des créatures qui ont X-Proof, ben il y a First Strike. Tu sais, ils copient les habilités. Ouais. Dans Crimson Vow, il se dit Odric qui fait partie des fameux paysans en révolte. Là. Fait que si on veut battre les vampires, il faut qu'on soit égal à eux. T'sais. Fait que le Hero Downfall, ce que ça fait référence, c'est que Odric décide de devenir Blade. Hein? Je fais référence bien sûr au film avec Wesley Snipes. Oui. C'est Odric Blood Cursed. C'est Odric décide de devenir un vampire. Un genre de vampire good qui va tuer d'autres vampires. Un colorless, un rouge, un blanc. Puis, tu vois, c'est un 3-3. Puis, vu qu'il est Blood Curse, hein, il est damné par le sang. Quand il rentre sur Battlefield, tu vas créer X Blood Token. X, c'est le nombre d'habilités des créatures que tu contrôles. Donc, c'est encore la même mécanique de Odric. Là. Tu vois, si tu as 3 créatures flying, il va faire 3 Blood Tokens. Je trouvais ça cool là, comme concept. Ils ont gardé sa mécanique, mais ils l'ont adapté à la saveur de ce set-là. Puis on voit la fameuse épée qui échappe sur la carte Heroes Downfall. Donc, ça, c'est comme un side story. Là. C'est pas l'histoire principale. Là. L'histoire principale, bon, on l'avait dit dans le dernier set, Olivia Voldaren, elle avait interrompu le rituel au Celestus. Ouais. Elle avait tué toutes les sorcières. Ben, les sorcières, maintenant, sont des fantômes. On voit Donard Geist, une uncommon, un colorless, un blanc, pour un Spirit Warlock. Dans le fond, c'est un fantôme des fameuses sorcières du Celestus. À chaque fois que tu casses un enchantment, dans le fond, les créatures qui ont Disturb, tu gagnes 2 de vie. C'est un 1-3. Lis-nous le flavor text. Our bodies may lie slain, but perhaps we can still complete the ritual. I'd rather not spend my afterlife in this wretched eternal night. Ben oui. OK, il est pas trop tard.
il n'est pas trop tard. Les fantômes des Witch vont finir la job, qui n'ont pas été capables de finir dans leur vivant. Oh. Et pour ce faire, ils ont besoin. Est-ce que tu te rappelles de quel instrument que tu as besoin? C'est le Celestus. Le Celestus, il est là, mais c'était quoi le truc qu'il fallait que tu mettais dans le Celestus? Fallait que tu mettes du Schnaggers. Non, c'était la clé, le Moon Silver Key. Ah oui, le Moon Silver Key. Ben oui, c'est vrai qu'on pouvait pogner. Donc, qu'on prend jamais quand on draft. Ouais, c'est dans Midnight Hunt, on avait parlé, c'est la carte Olivia Midnight Ambush, qui est la carte qu'on représente qu'à l'interrompre le rituel. Elle volait le Moonlight Key. Fait que là, c'est dans le fond, les fantômes, ils se disent, faut qu'on s'en va au mariage, revoler le Moonlight Key pour finir le rituel, pour empêcher la nuit éternelle. Fait que là, tu sais, tout le monde se mobilise. On voit Angelic Quartermaster, les fameux anges de Sigarda se joignent à cette mission-là. Là, 3 colonels, 2 blancs, un Angel Soldier. Quand ils rentrent sur le battlefield, tu mets des counters +1/+1 sur jusqu'à 2 créatures que tu contrôles. Ça dit « Stand strong, we will reclaim the dawn ». Soyons forts, nous allons réclamer l'aube. On voit, elle donne 2 épées à des soldats 14. Let's go, on s'en va raider le mariage. Fait que tu vois que pendant qu'Olivia Voldaren a son mariage, en dehors du château, ça brasse. Hein? Oui. Mais retournons au mariage, parce que c'est ça qui nous intéresse. Je trouve ça cool. Ils ont fait plusieurs. C'est comme s'il y avait comme plusieurs curés. Là. Oui. Ils ont fait la carte du curé du mariage. Unholy Officiant pour un blanc, c'est le vampire cléric 1-2 que tu peux payer 5 pour y mettre un counter +1/+1 dessus. On voit le curé, il lève là, son espèce de chandelle, puis on voit en avant-plan Edgar Markov et Olivia Voldaren là, qui sont en train de faire leur fameux vœu. Lis-nous le flavor text. Is this twisted ceremony simply a mockery of the human right, or has Olivia fallen for her own charade? Ben oui, est-ce qu'elle est comme Guylaine Lanctot ou elle veut juste faire de la pièce avec ça? Là, on ne sait plus. Là. Fait que le but d'Olivia Voldaren de marier ce qui est le boss de tous les vampires, qui est le grand-père de Sorin, c'est qu'elle veut devenir la vampire la plus puissante de Innistrad, puis régner sur un monde que c'est la nuit éternelle. Ils sont pas allés dans les détails beaucoup de c'est quoi on s'entend, Jason, c'est quand même, tu sais, je veux dire, tout le monde a ses envies puis ses rêves, puis, tu sais, elle, c'est de régner sur une planète de vampires où il y a la nuit éternelle, tu sais. Elle a pris les moyens, écoute. Elle a pris les moyens. Bravo. Bon, c'est ça. Fait que t'avais la carte Olivia Crimson Bride. Je l'avais présentée il y a 2 épisodes. Mais là, ils ont enfin révélé le marié. C'est... d'abord, il y a... ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va réveiller Edgar Markov. Parce que Edgar Markov, ça, je ne savais pas, ça fait des siècles qu'il dort dans son cercueil. Bon. Puis, c'était Sorin qui faisait la job, dans le fond. OK. Fait que Edgar Awakening, qui est le Raised Dead du set, 3 colorless, 2 noirs, un sorcery, tu retournes une créature sur ton graveyard sur le battlefield. On voit Olivia, elle s'est ouvert les veines, puis le sang tombe dans la bouche d'Edgar Markov. Est-ce que tu te rappelles, c'était quoi le pouvoir de Olivia quand elle attaquait, dans le fond? Tu retournais une créature de ton graveyard sur le battlefield et elle tapait. Ouais. Puis les vieilles cartes d'Olivia, elle faisait dans les graveyards de tes adversaires. Dans le fond, elle fait comme un control magic. Carlis, ça respecte rien. De moment qu'elle rentre chez nous, dans le fridge, ça sort dans le caveau familial, elle sort le chien, on attaque tout le monde. Hey, Olivia, come on, là. Fait qu'il y a comme une espèce de sous-entendu que Edgar Markov est pas tout à fait consentant dans cette... Oui. Can't have you sleeping through your own wedding day. C'est quand même... ouais, c'est le flavor text. Ouais. Donc, Edgar Markov, la carte est pas mal cool. Je trouve qu'il est pas aussi fort que la version dans Commander, là, mais tu sais, c'est Edgar, puis ça dit dans le nom Charm Groom, hein, il est charmé. Oui. 2 colorless, un blanc, un noir, Vampire Nob, 4/4. C'est un bon vieux Sengir vampire. Là. Tous les vampires que tu contrôles ont +1/+1, hein, parce qu'on l'a dit, c'est le boss de tous les vampires. Puis, s'il meurt, tu le transformes sous ton contrôle. C'est que quand il meurt, là, tu as le cercueil de Edgar Markov. Le cercueil de Edgar Markov, c'est un artefact légendaire. Au beginning de ton upkeep, tu crées un token vampire avec Lifelink. Puis tu mets un Bloodline Counter sur le cercueil de Edgar Markov. Puis si tu as 3 Bloodline Counter ou plus dessus, ben tu retransformes ton cercueil en Edgar Charmed Groom. Oui, gossant, ça. C'est fatigant. C'est le bon vieux vampire, là. Tu
tu le tues, puis là, il revient. Oui. Il prend 3 tours. Fait que je sais pas à quel point c'est fort. On verra qu'est-ce que les gens vont être capables de bâtir comme deck avec ça. Mais ça fait vraiment... 4x4, ça fait un job. Là, c'est ça fait... il y a 2 couleurs, là, mais... Ça fait référence au fait qu'il est super puissant, puis ça fait des siècles qu'il dort dans son cercueil, puis il est bien dur à s'en débarrasser. Olivia a amené les fameux cadeaux de mariage pour officialiser l'union. Ils ont capturé Sigarda, le fameux ange légendaire, Sigarda Imprisonment. C'est un enchantement 2 colorless, un blanc, que tu mets sur une créature, elle peut pas attaquer ni bloquer, puis tu peux payer 5 pour l'exiler et créer un blood token. Dans le fond, Sigarda, on se rappelle, c'est l'ange qui a pris la place de Avacyn. Fait qu'on voit qu'elle est présentée au mariage, elle est comme entourée de rubans sanglants, là, puis c'est un peu le sacrifice qu'ils vont faire pour officialiser l'union. Ah, c'est cute. Entre les deux. Tu sais, elle a mis le paquet pour son mariage. Les invités vont être vraiment impressionnés. Ah oui. À moins que... Ben, que les loups-garous viennent scraper le mariage. Bon. On se rappelle qui était allé chercher le Gatewatch dans Midnight Hunt. C'était... j'ai un blanc de mémoire. C'était... Tuvalor. Non. Tuvalor, c'était le méchant werewolf. C'est ça, c'était le méchant. Ah non, mais le Gatewatch, les gentils. Voyons, j'ai Arlene de Pack Hope, Arlene de Pack Hope, qui est la Planeswalker loup-garou qui avait été chercher le Gatewatch pour faire le rituel. Dans le fond, elle avait battu la gang à Tovalar dans Midnight Hunt, puis donc, dans le fond, les cartes de loup-garou dans Crimson Vow, c'est des loups-garous qui viennent scraper le party. Tu sais, comme Sure Strike, où on voit le loup-garou qui passe à travers le vitraux de l'église. Ça donne +3 et First Strike à une créature. Lis-nous le flavor text. Before the officiant even had a chance to ask if anyone objected to the Voldaren Markov Union, Arlene made her opinion known. Ben oui, parce qu'elle saute dans le tas. Moi, j'aime mieux pas avec ses griffes qu'elle fait. Fait que Arlene, elle vient interrompre le mariage, parce qu'elle va aider les fantômes des witches, là, des sorcières, pour récupérer le Moon Silver Key. Puis elle veut pas que Olivia Voldaren soit le plus puissant vampire d'Innistrad. Sur une planète où c'est la nuit éternelle. Ouais, tu sais. Fait que toutes les cartes de loup-garou, la plupart, il y a beaucoup de cartes, là, tu vois le End of Festivities. Ça, jouer ça en draft, c'est vraiment bon. Pour un rouge, ça fait 1 de dégâts à tous les adversaires et tous les Planeswalkers qui contrôlent. Ça permet d'activer les prowess, ces choses-là. On voit les loups. Là, tu vois, en arrière, on voit un loup qui mord la tête d'un vampire. Je le vois. Lis-nous le flavor text. Ça nous ramène quand même à une guerre millénaire qui a débuté dans les années 90. Ouais. La guerre entre les loups-garous et les vampires. When the defenses around Lurenbrom Fortress faltered, the Crimson Ballroom received some unexpected guests. Ouais. Des invités pas prévus. Puis... bien sûr, parce que c'est le Gatewatch qui est derrière ce coup des loups-garous. Kaya Gay Center, la chasseuse de fantômes du Gatewatch. Sa carte est dans Crimson Vow. On voit qu'elle défonce le vitraux du mariage à ce point pour chasser les vampires. C'est pour un colorless, un blanc, un noir, un Planeswalker, 3 de loyauté. Son +1, c'est les créatures que tu contrôles, on gain touch until end of turn, puis tu mets un +1 counter sur une de ces créatures-là que tu contrôles. Son -2, un ou plusieurs tokens qui sont créés sous ton contrôle, tu doubles le nombre. Puis son -6, tu exiles toutes les cartes de tous les graveyards, puis tu crées des spirits 1-1 avec flying égal au nombre de cartes que tu as exilées. Ça fait référence au fait que Kaya est capable de contrôler tous les fantômes. On se rappelle, c'est elle la boss des Orzhov sur Ravnica. Ouais. Puis les fantômes dans Crimson Vow, c'est les fantômes là, les paysans de Stanzia en révolte et les sorcières là, du Celestus qui viennent terminer le rituel. C'est à ça que ça fait référence. C'est la carte de Kaya. Ça, je pense que ça va être bon. Le blanc et noir, t'as des decks très forts en standard et en moderne de tokens. Là. Donc, si tu veux jouer ça, là, ça va être très bon. Là, quand tu fais le sorcery qui crée trois fantômes flying, là, j'oublie le nom. Là. Donc, ça en fait 6 à la place.
Ça peut valoir la peine. Ben oui, mais on voit... Une affaire comme doubler aussi, c'est exponentiel. Tu peux te faire un deck autour de ce concept-là, puis si de doubler le doublé, là. C'est ça, c'est exponentiel. Oui, avec la season quelque chose, là, j'ai oublié le nom. C'est ça, il y a plein de manières. Ben oui. Écoute, il y a un nombre phénoménal, ça c'est pour me moquer du set, là. Il y a un nombre phénoménal de gens qui passent à travers un vitro. OK, il y a beaucoup de dessins. Okay. Parce que tu vois, on est rendu à tu vois, ça, c'est juste ce que je t'ai présenté dans l'épisode. Le Sure Strike, le Arlene en loup-garou qui passe à travers le vitro. Kaya qui passe à travers le vitro. Resistance Squad. Il y avait des loups aussi en haut que tu n'as pas nommé. Là. On était à 4 cartes sur 6, je pense. Oui, puis il y en a d'autres, je les ai pas toutes mis. Mais il y a un nombre phénoménal de gens qui passent à travers un vitro pour cracher le mariage. 2 colorless, un blanc, Human Soldier. Quand ils rentrent sur Battlefield, tu piges une carte, tu contrôles un humain. Ça, dans le fond, c'est les fameux... Les fameux chasseurs de vampires qu'on a vu tantôt là, qui se faisaient armer par le Angelic Quartermaster. Là. C'est là qu'ils rentrent. Là, ils viennent cracher le mariage avec le Gatewatch. Là. Lis-nous le flavor text. It's not that I didn't expect some defiance, but I did hope it wouldn't be so heavily harmed. Ben oui, c'est sûr. Ça, c'est Olivia Voldaren qui dit ça. Fait que c'est ça. Fait que là, les gens viennent scraper le party. On voit ici, là, eux sont plus polis, ils rentrent par la porte. Militia Relier, avec les paysans de Stendia que je parlais tantôt. Là, 2 colorless, un blanc. Human Soldier, 3-3. Ça, cette carte-là, dans le fond, c'est un 3-pour-3, là, ce qui est le minimum du bon. Il peut pas attaquer tout seul, c'est ça son drawback. Mais tu sais, dans le fond, s'il est avec d'autres paysans, il va attaquer ensemble. Puis quand il attaque, tu untapes une créature. We can wait like helpless children for a hero, or we can gather our courage and be the heroes. Who's with me? Tu sais, c'est vraiment, il y a comme une genre de grosse révolte contre le mariage du vampire. Et finalement, ben, ce qu'ils font, c'est, on voit la carte Sigarda Summon. On se rappelle tantôt, Sigarda était attachée au-dessus du mariage. Ben là, toute cette interruption-là, ça fait, tu vois, dans le flavor text, ça dit With Olivia distracted, Sigarda tore free from her binding and summoned her host of her own. Dans le fond, c'est 4 colorless, 2 blancs. Toutes les créatures que tu contrôles ont +1/+1 et deviennent des Angel 4/4 flying. C'est qu'elle summon toutes les anges d'Innistrad. Là. C'est vraiment comme, tu sais, c'est comme si toutes les autres races d'Innistrad s'alliaient contre les vampires pour dire hey, c'est assez. Fait qu'ils viennent péter le mariage et éventuellement, bon, on imagine, ils ont repogné le Moon Silver Key parce que la fameuse Catilda, qui était la chef des Witch là, dans Midnight Hunt, qui était vert et blanc, elle revient dans ce set-là sous forme de fantôme où ce qu'elle est au-dessus de... On voit la carte, là, c'est Catilda, Dawn Art, Martyr. Elle avait été tuée par Olivia dans l'autre set. Là. Là, elle revient sous forme de fantôme. On voit qu'elle apparaît au-dessus du Moon Silver Key sur l'autel dans l'église. Hein. C'est vraiment ça le dessin que ça présente. Spirit Warlock, Lifelink, Flying, protection contre les vampires. Son power and toughness est égal au nombre de permanents que tu contrôles qui sont des spirits ou des enchantements. Puis elle a Disturb, 3 colorless, 2 blancs. Dans le fond, si elle va dans ton graveyard, tu peux la ramener sous la forme de Catilda Rising Dawn. Fait que ça, c'est vraiment la finale de cette storyline-là. C'est la nuit éternelle prend fin parce que là, les fantômes, ils ont récupéré le Moon Silver Key puis sont capables de compléter le rituel. Dans le fond, c'est un aura qui... tu mets sur une créature puis ça donne exactement le pouvoir qu'elle avait. Là. Mais le dessin, on voit que elle flotte au-dessus du Célestus, puis le soleil réapparaît en arrière-fond. Puis tu as une autre carte qui fait référence à ça, c'est le Glorious Sunrise, le lever de soleil glorieux. Ça, j'ai joué contre un gars en fin de semaine qui avait cette carte-là, puis c'est fort. 3 colorless, 2 verts, un enchantement. Au beginning de ton combat, tu choisis un. Soit que les créatures que tu contrôles ont +1/+1 et trample until end of turn. Soit que ton land fait 3 mana verts until end of turn. Soit que tu piges une carte si tu contrôles une créature qui a 3 de power ou plus. Ou soit que tu gagnes 3 de vie. Parce qu'une fois que tu as stabilisé, là, tu peux t'amuser longtemps avec cette carte-là. Parce qu'à chaque tour, tu choisis un truc différent puis tu as beaucoup de choix. Mais ce qu'on voit surtout, c'est on voit le fantôme de Catilda qui a ramené le lever du soleil dans sont autour du Célestus. Puis on voit Arlene qui est redevenue sous sa forme humaine parce que le soleil se lève. Et notre bon vieux Teferi du Gatewatch. Oui, check ça, le torse bombé et tout. Là, tout le monde est fier. Fait que le jour est revenu sur Innistrad. Le mariage de Olivia Voldaren a été interrompu. Crashé. Et il mentionne pas qu'est-ce qui est arrivé avec eux.
Ouais, Ils vont peut-être le mentionner dans les side stories, mais si c'est pas ses cartes, on sait que ça sera pas genre Olivia a été tuée ou whatever. Ouais, ou Edgar Markov s'est avéré un Planeswalker qui va manger des burgers. Là. Non. Tout ça, ça me rappelle une phrase de Lucien Bouchard, en fait, quand il avait dit allez travailler, les Québécois sont paresseux. Fait que là, gars, tu vois, là, le cadran va sonner, il était temps, on vient d'avoir une nuit trop longue, on a pris nos breaks, là. Levez-vous, allez travailler. C'est ça qu'a dit, là, l'autre, là. Moi, ça me déçoit un peu, Tommy. Ah ouais, hein? Ah oui, parce que je trouve que ça va être mon mot de conclusion pour asseoir, là. Il manque d'Emrakul à ton goût, toi, hein? Ben oui, mais pas juste ça, c'est qu'il n'y a pas de conséquences. T'as eu comme. Moi, j'étais un petit peu content à la fin de Midnight Hunt. Parce que, tu sais, toute Midnight Hunt, c'est des cartes qui préparent le rituel, le Célestus. Tu sais, on va combattre les loups-garous. Puis là, tu sais, à la fin, les gentils perdent. Tu sais, c'est la nuit éternelle. Olivia a interrompu le rituel. Fuck you, tu sais. Puis là, tout cet arc-là, ben finalement, il y a un happy ending à la fin, tu sais. Ils ont ramené le jour. Mais tous les protagonistes, à part Roderick qui est rendu un vampire parce qu'il le voulait, mais il n'y a aucun protagoniste qui a, dans les héros, qui a eu vraiment un sacrifice. Ouais, un upgrade, un changement. Un changement. Tu sais, Olivia Voldaren, à la fin, est au même point qu'elle était au début. Tu sais, comme c'est le bon vieux vilain. OK, on a contré ses plans. Puis là, tu sais, quand ils vont revenir sur Innistrad, là, ça sera pas changé, ça, tu sais. Edgar Markov, c'est la même chose. Tu sais, Sorin, il n'a pas fait grand-chose. Il était comme l'invité mécontent, mais tu sais, il n'a pas évolué. Il n'y a pas de carte de grand changement. Le seul personnage qui a vraiment changé, c'est Catilda, qui est devenu un fantôme, mais tu sais, on s'en fout parce que c'est pas un personnage principal. Je suis un peu déçu que, tu sais, à la fin de Crimson Vow, Innistrad est au même point qu'il était au début. Ouais. Puis, mais Edgar Markov est réveillé. Fait que peut-être que ça peut être un gros move si c'est lui le chef. Ouais, mais tu sais. Ouais, non, je comprends. Même, je te dirais plus loin que ça aurait été correct qu'il y ait pas de Gatewatch, je pense. Là. Je comprends qu'il essaie de tout protéger partout, mais tu sais... Le Gatewatch amenait pas grand-chose de nouveau. Ça aurait pu être les paysans qui sauvent la journée, pareil, mais bon. J'aurais été content qu'il y ait une faction de loups-garous qui monte, là, gérée par l'autre seulement. Là. Je comprends qu'il y en a, ça lui prend un Mickey Mouse pour vendre le jeu, là, puis le Mickey Mouse, c'est Jace, puis ses amis, là, mais... Là, c'est Teferi qui a un peu pris la place, là, mais tu sais, c'est ça. Je suis un peu déçu. Puis ça avant, Wizard of the Coast prenait plus de risques que ça, puis je vais expliquer pourquoi. Je me rappelle, quand ils avaient sorti le Zendikar original, en 2009, il y avait Zendikar, ça avait été super... Ça, c'est pré-Eldrazi, là. Okay. Tu avais le set de Zendikar aventurier, il y avait des Aedrons, on savait pas à quoi que ça servait. Puis à la fin des 3 sets, dans Rise of the Eldrazi, les Eldrazi étaient relâchés. Puis là, tu avais la plus grosse menace du multivers. T'sais. Puis tous les sets après ça, c'était on cherche une façon de bloquer les Eldrazi. Puis là, tu sais, t'as, comment il s'appelle, Sarkhan reculait dans le temps. Il fuckait tout le présent de Tarkir. Puis quand on revenait sur Zendikar, il y avait le Battle for Zendikar. La moitié du plan de Zendikar était scrappé par les Eldrazi. Puis Mark Rosewater, il a mentionné que il y a beaucoup de fans qui l'ont mal pris. Les fans de Zendikar, du vieux Zendikar, ils trouvaient qu'il y avait trop d'emphase sur les Eldrazi puis pas assez sur le truc non Eldrazi de Zendikar. Puis en plus de ça, tu sais, quand je dis Wizard of the Coast, avant prenait des risques, c'est quoi les trois plans favoris du fanbase? C'est Zendikar, Ravnica et Innistrad. Okay. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, t'avais, pour venger le désastre sur Zendikar, Nahiri a summonait Emrakul sur Innistrad, puis Emrakul scrapait le plan d'Innistrad, tu sais. À la fin, il l'emprisonnait dans l'une, mais il y avait des réelles conséquences. Puis ça, Mark Rosewater, il dit aussi que les fans ont chialé. Fait que moi, je pense que parce que là, on dirait que depuis la fin de War of the Spark, qui a tué Gideon, ce qui est quand même un gros move, depuis la fin de War of the Spark, je trouve que les sets ont plus de gros changements. Ouais, on dirait qu'ils essaient de forger peut-être une trame narrative. Là. Probablement aussi qu'en essayant de passer... je trouve qu'ils sont trop prudents. Il n'y a pas assez de gros changements.
Bon, ouais, ben c'est ça. Probablement qu'il y a des petits détails que nous autres, on n'a pas remarqué là, mais que, tu sais, là, le Celestus va faire partie d'un autre patente d'Icoria, puis que là, tu tout mélanger ça avec l'énergie de d'autres patentes, ça va... parce que je comprends que, tu sais, ça doit être difficile, là, mais puis je veux dire, l'argument, les fans ont chialé, je veux dire, il y a un nouveau set de Magic, les fans vont chialer, c'est sûr et certain. Là, on avait chialé sur quoi? Sur le Tibalt game, l'espèce de counter spell qui fait des games que tu peux te mettre ton spell à toi et ton gros monstre en jeu, des affaires. Counter ton propre spell, puis là, tu vas chercher un casting cost de 8 autour d'eux, là, ouais. C'est ça, exactement, ce genre de patente-là. En tout cas, on verra bien c'est quoi qui s'en vient. Merci beaucoup, Jason. Ça fut très intéressant encore une fois. C'est le bout que je préfère à terrain basique. Ça va nous amener à la fin du show. J'apprécie. On vous souhaite de passer une excellente semaine. Merci à Bone pour le montage, les beats. Merci à Martin pour le montage. Martin de podcast.com. Après ça, je pense que c'est pas mal ça. On est disponible sur Spotify, mais essayez de checker plus sur Bandcamp si vous cherchez de la musique à vos amis. Puis, c'est ça. Hein. Moi, je suis Tommy Godette. Toi, t'es? Jason Keys. C'est ça. Puis, les deux, on vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins manascrew possible. C'est guilou, man! Membre de la famille H2O Web Media.